Les plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent? Nous parlons de passion, mais quelle passion plus fantasmée, plus dévorante que celle que l'on a pour l'art? Alors quoi de mieux que l'écoute d'un podcast pour permettre la rencontre avec ces métiers qui font la richesse du marché de l'art? Frédéric Chanois, titulaire d'un diplôme de commissaire-priseur, fonde à la fin des années 1990 son cabinet d'expertise à Drouot. Ayant transmis sa passion pour l'art à sa fille Pauline Chanois, celle-ci le rejoint pour devenir experte à son tour. Nous sommes partis à sa rencontre pour découvrir son métier dont le savoir s'est transmis par les liens familiaux. Bonjour Pauline. Bonjour Prudence. Alors merci de nous accorder un peu de votre temps et bienvenue au micro des plus beaux métiers du monde. Je vais démarrer avec la question qui est devenue la question d'ouverture de notre podcast. Est-ce que lorsque vous étiez enfant ou adolescente, vous imaginiez déjà faire ce métier d'expert? Pas du tout. Pas du tout. Alors quel était-il? Pas du tout. J'imaginais plutôt être avocate ou je m'étais dit qu'aussi psychologue, ça devait être intéressant. Mais alors pas du tout travailler dans le marché de l'art. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à partir de quand vous faites cette bascule? Je pense que quand même inconsciemment, mes parents m'ont quand même beaucoup emmené dans les musées. J'ai beaucoup été aux puces avec eux, dans des galeries d'art. On a beaucoup voyagé, on a visité les musées à New York, en Allemagne. Et je crois que quand on s'est posé la question de faire des études, j'ai été dans le bureau d'information du lycée et puis j'ai vu qu'il y avait un diplôme qui s'appelait un BDUG à l'époque et c'était droit et histoire de l'art. Je m'étais dit que finalement... Ça existait déjà. Alors j'étais la deuxième promotion. C'était assez récent comme création de diplôme. Et c'était à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et voilà, je me suis dit, je vais essayer. Finalement, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai fait la bi-licence. Et après, je vais faire l'école du Louvre. Et après, je suis rentrée par équivalence en 3e année. C'était la fin du premier cycle. J'ai pu faire du 17e au 20e siècle. Et malgré tout ça, vous n'êtes pas devenu commissaire-priseur, vous avez voulu rester dans l'expertise. Quand j'ai commencé mes études de droit et d'histoire de l'art, j'avais quand même un peu dans l'idée, finalement, de passer l'examen professionnel de commissaire-priseur. Et finalement, c'est vrai qu'après avoir travaillé un tout petit peu dans une étude comme ça pendant un mois, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais que finalement, on passait peu de temps sur beaucoup d'objets et qu'on ne prenait pas le temps d'approfondir assez la question et que l'expertise, finalement, ce que j'avais pu en voir au travers de stages aussi au cabinet d'expertise de mon père, c'était qu'on prenait le temps de réfléchir, de faire des recherches sur des œuvres. Vous êtes experte. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le cabinet? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu sa localisation par rapport à Drouot? Le cabinet d'expertise est très bien placé puisqu'il est juste en face de l'entrée de l'hôtel des ventes, ce qui est vraiment pratique. C'est vrai que l'espace est assez réduit, on est quand même 4 à y travailler, on a beaucoup de tableaux dans tous les sens. C'est une place, je pense, qui est un peu centrale puisque les commissaires-priseurs nous trouvent accessibles, peuvent venir nous consulter rapidement. Des particuliers aussi peuvent venir voir des œuvres qui vont passer prochainement en vente, des marchands ou des conservateurs de musées aussi, ça arrive. Et c'est bien aussi pour des tableaux, par exemple, qui vont passer en vente à Nice, à Marseille ou en Bretagne, qu'on puisse, quand on a de beaux tableaux, qu'on puisse les présenter en amont, en avance aux collectionneurs. À Paris. Les présenter dans la vitrine. Voilà. D'accord. Donc vous êtes spécialisée dans le 19e, c'est ça, je crois? Et 20e siècle jusqu'à nos jours. Tableau, dessin, sculpture. Oui. Donc on est en face de l'hôtel des ventes Drouot, qui est un endroit un peu particulier. Et il se trouve qu'au micro des plus beaux métiers du monde, on a eu une interview d'un crieur qui s'appelle Jean-Pierre Raymond et qui nous a donné sa définition de Drouot. Donc je me permets de la dire au micro parce que je trouvais ça assez fort. Il disait « Drouot, c'est la maison du bon Dieu ». Donc, à partir de ça, est-ce que vous êtes capable de donner votre définition de Drouot? Moi, je pense que c'est un endroit assez extraordinaire parce que, alors c'est pas tous les jours le cas, mais vous avez quand même des pièces qui sont préemptées par les musées. Vous avez la chance de pouvoir voir des œuvres muséales. Donc, rien qu'aujourd'hui, je faisais un tour de salle chez un confrère et j'ai eu la chance d'être surprise par une sculpture en plâtre d'un artiste qui s'appelle Piegas, qui est une œuvre qui représente une sorte de vampire, ou de diable qui enserre le monde, ou un Fujita sur fond or. Je trouve que voilà, c'est un endroit qui est quand même assez magique avec 16 salles. Et alors c'est vrai que ça va du lot de vente courante à 50-100 euros
jusqu'à une œuvre qui peut faire des millions. Récemment, on a eu la chance d'avoir une toile de Picasso qu'on a expertisée, exactement. Bon, je suis très centrée, je regarde beaucoup les tableaux, mais parfois aussi, je suis surprise en dehors de ma spécialité par des objets d'art assez exceptionnels. Récemment, il y a une étude qui a présenté avec le concours de Manuela Finas de Vilaine un service d'assiette en porcelaine de Sèvres, un service complet, ce qui est extrêmement rare. Ils n'en ont pas d'ailleurs au musée de Sèvres. Et c'était un service aux animaux avec un décor absolument époustouflant, des animaux de la planète entière. Le double sens du mot expert qui signifie à la fois faire l'expérience de et de sans arrêt apprendre et de découvrir sur un objet et d'être finalement en perpétuel débutant face à un objet. Et en même temps, il y a le paradoxe de l'expert qui finalement, il est éprouvé, il domine quand même, on va dire, la connaissance. C'est pour ça qu'on va chercher un expert. C'est ça qui est génial, c'est le paradoxe du métier finalement. C'est qu'on est tout le temps en formation, tout le temps, on apprend tous les jours. C'est ça que je trouve, c'est-à-dire que on va dans un appartement, on connaît 95% des artistes, puis tout à coup, on découvre ce qu'on connaissait pas et je trouve qu'on apprend tous les jours. Mais finalement, le commissaire-priseur aussi, il est tout le temps surpris. Enfin, ce que j'ai aimé aussi travailler dans une étude, c'est que j'étais confrontée à plein d'experts de spécialités différentes et j'avais la chance de rencontrer monsieur Jean Roudillon qui m'a appris un petit peu des choses sur des œuvres précolombiennes et voilà, on est tout le temps en constante formation, aussi bien dans nos spécialités, je pense qu'en étant commissaire-priseur. Il y a aussi un truc qu'on aime bien au micro des plus beaux métiers du monde, c'est la philo. Et on aime bien un auteur qui s'appelle Charles Pépin et qui a écrit un essai qui s'intitule « Quand la beauté nous sauve ». Et justement, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que la beauté, justement à laquelle vous êtes confrontés parfois, vous sauve de la rudesse du milieu du marché de l'art? Est-ce que c'est cette beauté des objets qui continue à vous dynamiser ou est-ce que vous puisez une motivation là-dedans? Bien sûr. Je me rends compte que j'ai pas tous les jours des chefs-d'œuvre en expertise. Je me rends compte que par rapport à des marchands qui ont le plaisir d'acheter des œuvres et de vendre des œuvres qu'ils aiment, nous, on expertise des œuvres qu'on n'aime pas forcément. Voilà, on est là aussi pour les décrire, les estimer, les authentifier. Mais c'est pas forcément des œuvres qu'on aimerait accrocher à notre mur. Maintenant, je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de chance parce que souvent, on a quand même des coups de cœur et on se rend compte qu'on touche de très belles œuvres. Est-ce que vous avez envie de transmettre aussi ce métier ? Étant donné que c'est un métier, il y a souvent des histoires de transmission familiale. Est-ce que vous avez envisagé de transmettre ce métier peut-être ou de l'enseigner? Je ne sais pas si vous avez des enfants ou... Oui, en effet, sachant que vous travaillez aussi avec votre père, qui vous a appris ce métier d'expert. Oui, c'est une chance de pouvoir apprendre plus vite en famille. On se transmet plus vite peut-être les secrets du métier quand on fait juste que collaborer, quand on travaille en famille peut-être. Après, nous, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que avec les collaboratrices du bureau, c'est petit, alors c'est un open space, donc on se dérange beaucoup les uns les autres. Mais l'avantage, c'est qu'on est en constante formation et que finalement, tout le monde entend tout le monde rencontre les clients. Il y a un côté aussi où on partage beaucoup quand même tous ensemble dans ce métier. Alors le transmettre, est-ce qu'on a envie de le transmettre? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est un métier passion, mais la rudesse, effectivement, du métier, c'est vrai que... Là, on est au mois de juin, on a beaucoup de ventes là. On a enchaîné beaucoup de ventes, on est un peu fatigué. Donc... Du coup, ce serait peut-être mieux de parler en période de creux de vente. Je pense peut-être. Est-ce que vous auriez éventuellement une œuvre qui vous auriez particulièrement marquée dans votre carrière ou une œuvre que vous auriez aimé avoir entre les mains? Ah, c'est trop dur, il y en a tellement. Sam Safran, un escalier. Oui, il y a eu une exposition, en plus très récemment, à l'Orangerie. Un Vallotton. Il y en a beaucoup, en tout cas. C'est des questions très dures. Ah ouais, c'est trop dur. Non, là, je crois que vraiment... Peut-être un peu naïve. Non, il n'y a pas de... Non, c'est vrai que... Je crois que je n'étais pas préparée à cette question. Ça, c'est une édition d'un catalogue qui regroupe les plus beaux résultats. Là, c'est sur 3 ans. Et est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de... Je vais réfléchir à la question. J'ai des artistes du 19e qu'on a déjà eu comme Daniel Bouvray. J'étais tombée très amoureuse d'un tableau de Daniel Bouvray, mais bon, c'est délicat parce qu'on est en interview, donc c'est difficile de le décrire. Mais l'œuvre représentait le sculpteur Jean Dampte sur un fond or. Et le sculpteur tenait dans ses mains une sculpture qui représentait la fée Mélusine. C'était une de ses sculptures et on voit que le peintre a vraiment aimé représenter le sculpteur. J'ai adoré ce tableau. C'est un côté icône. Qui vous a plu? Beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition, selon vous, la définition d'un bel objet? Alors là, je crois que c'est une réponse impossible.
Peut-être que j'ai une formation universitaire ou même de l'école du Louvre, j'ai des cases qui sont faites. Mon artiste préféré, c'est le Caravage. Donc déjà, c'est complètement hors période. On n'est plus dans le 19e, 20e. Ce que j'aime, c'est le côté cinématographique. Effectivement, travailler sur la lumière. Voilà. Puis il y a une certaine violence chez le Caravage, un côté qui dérange. Et c'est ça qui Je pense que ça me plaît, ça. Je pense que les artistes, ils doivent un peu nous bousculer. Sur, Je réponds pas à côté. Mais non, c'est très bien. Et sur un ouvrage qui vous aurait marqué, ou alors un ouvrage que vous conseilleriez pour débuter dans la période du 19e, pour quelqu'un qui nous écouterait, qui voudrait débuter dans le 19e. Il y avait un livre que j'avais trouvé très bien, mais c'est pas spécialement... C'est un livre de Daniel Arras qui s'appelle « On n'y voit rien ». C'est très lisible. Il n'y a rien d'abscon, parce que souvent, il y a des livres d'histoire de l'art qui sont complètement illisibles. Là, L'histoire de la peinture aussi, il est assez clair, de Daniel Arras. Ah oui, aussi. Mais il faisait aussi des émissions de radio. Il a fait sur France Culture. Ah bon? Oui, il a fait des podcasts. Il était juste sur Radio France. Enfin, je voulais plus poser une question sur le lien que vous avez en binôme avec les commissaires-priseurs. Est-ce que vous diriez que vous complémentez complètement un commissaire-priseur? Comment ça se passe, votre relation, je dirais, avec les commissaires-priseurs? Moi, je pense que c'est une relation de confiance. Je pense qu'on est là pour pousser les recherches qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. On est là aussi pour établir le lien aussi avec les spécialistes d'artistes. On est là aussi pas que pour expertiser, authentifier, mais compte sur nous aussi pour trouver des acheteurs. C'est important. Donc, on a un fichier client, on sait un peu qui cherche quoi. Rien qu'aujourd'hui, on présentait en vente des œuvres de Béla Bouter. C'est une artiste femme polonaise. Et c'est vrai qu'on a un fichier client sur la Pologne, donc c'est important de leur adresser des emails et puis après de les rappeler, de vérifier que ils sont tous bien intéressés par ces œuvres et qu'ils ne sont pas ratés, même s'ils ont souvent des alertes. Et ça fait partie de notre travail, je pense aussi, d'essayer de bien commercialiser les œuvres. Qu'est-ce qui se passe dans une salle des ventes? Parce que quand on imagine une salle des ventes, on n'imagine pas forcément qu'un expert est présent. On pense beaucoup au commissaire-priseur, mais à Drouot, les gens qui ne sont peut-être pas forcément venus à Drouot ne savent pas qu'il y a un expert qui présente... Oui, une journée type. Alors, il y a plusieurs journées types. Il y a la journée type celle où les commissaires-priseurs nous appellent pour inventorier une collection qui est déjà en garde-meuble. C'est un exemple. On peut aussi rejoindre le commissaire-priseur pour faire un inventaire de succession, un inventaire notarié, un appartement parisien ou en dehors de Paris. Et sinon, il y a aussi la journée type qui commence la veille au soir avec l'accrochage, la mise en salle dans l'hôtel des Ventes de Drouot, de 18h jusqu'à 21h. Donc, on aide l'étude à accrocher et à placer les œuvres dans la salle. On revient le lendemain matin entre 8h et 11h. Et là, l'hôtel des Ventes ouvre ses portes au public. La salle est prête. Et donc, on est là pour enseigner le public, les curieux, les amateurs. Et le lendemain, on réouvre entre 11h et midi la salle d'exposition. Les œuvres sont décrochées, sont prêtes à être manipulées. Et la vente commence en général à 14h. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans votre métier? Vous vous déplacez dans des bibliothèques ou est-ce que finalement vous avez Oui, bien sûr, on doit... Alors non, on a évidemment, heureusement, beaucoup de... Donc, alors ce qui peut aussi faire la force de l'expert, c'est de pouvoir répondre très vite si un commissaire-priseur est en inventaire et qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils vont voir à l'avance et qu'ils nous envoient une photo, qu'on puisse répondre tout de suite, aller chercher dans le catalogue raisonné et tout de suite répondre. Ça, c'est d'avoir une bibliothèque dense et complète, c'est essentiel. Et la documentation, ça fait notre force. Et vous avez cette documentation à l'étude au fur et à mesure au cabinet d'expertise. Ouais. Alors, nous en venons à notre question signature, la question signature du podcast qui est... Est-ce qu'à vos yeux, vous exercez le plus beau métier du monde? Ah non, c'est certainement pas le plus beau métier du monde. Oh là là. Ah oui? Ah oui, non. Pourquoi? Je pense que c'est quand même le plus émouvant de pouvoir... sauver quelqu'un qui est en train de faire un infarctus, je pense que sauver des vies, c'est quand même 1000 fois mieux. Et vous pensez pas du coup on que fait la du beauté... commerce en fait, on fait juste du commerce. Et que la beauté que vous apportez au quotidien aux gens, ça aussi, vous pensez que ça les sauve pas du coup d'une certaine manière? Si, et puis nous aussi, on prend du plaisir bien sûr. À apporter ça... On a quand même la chance finalement de tenir des tableaux toute la journée dans nos mains. On a beaucoup de chance, ces œuvres elles passent par nous. Mais je trouve que oui, même être sage-femme, enfin donner la vie à des enfants, c'est quand même... Et vous avez peut-être du coup ce regret de psychologie de pas sauver les gens de leur détresse psychologique d'une certaine manière. Exactement. Mais donc la question signature c'était est-ce qu'à vos yeux vous exercez le plus beau du monde et vous diriez non. Vous êtes la première à nous répondre ça. C'est vrai. C'est vrai, les autres ils pensent qu'on fait le plus beau métier du monde. Ah ouais, certains oui, d'autres sont plus nuancés. Non, j'ai beaucoup de chance parce que je me dis que si je travaillais dans un petit bureau enfermé entre 4 murs, mon quotidien ne serait pas du tout le même et j'ai beaucoup de chance d'avoir tout ça autour de vous quand même.
Oui, j'en suis consciente. Maintenant, je pense que vraiment venir en aide aux gens dans la souffrance et soulager un problème cardiaque ou une maladie ou un Parkinson, Alzheimer, ou même trouver des traitements. Du coup, c'est une même ça peut être le VIH, ça peut être beaucoup c'est de une choses. carrière de médecine contrariée finalement. Finalement, oui, je me suis rendu compte que j'avais pas les capacités nécessaires pour être médecin, et c'était même pas psychologue mais psychiatre que j'aurais dû être. Psychiatre, je sais pas, moi aussi ça m'aurait plutôt attiré, mais bon. Est-ce que vous pourriez nous décrire quand même quelque chose qui fait la beauté de votre métier? Je pense qu'il y a plusieurs éléments vraiment qui sont à prendre en compte dans notre métier. D'abord, il y a le fait de pouvoir découvrir des œuvres, de pouvoir attribuer une œuvre à un artiste, redécouvrir. Ça, c'est quand même une chance, c'est de remettre la vérité sur une œuvre, l'attribuer correctement. Ensuite, peut-être qu'on est fier aussi de parfois bien faire le travail sur une œuvre et de pouvoir la vendre cher. Il y a une sorte de reconnaissance. C'est vrai on parle beaucoup quand même d'argent dans ce métier, il faut le dire. Il y a aussi, en dehors de l'argent, le fait d'avoir des œuvres entre les mains, il y a des rencontres. Parfois, voilà, on s'entend bien aussi avec le ou la commissaire-priseur. Et il y a des rencontres, il y a des relations qui se passent très bien, des amitiés qui se créent. Ça peut être aussi des relations amicales avec les vendeurs. On nous confie une succession, on est content de bien s'entendre avec les gens, c'est un plaisir. On partage beaucoup avec aussi les familles d'artistes, les spécialistes d'artistes, ceux qui rédigent les catalogues raisonnés. Ils nous apprennent aussi toujours des choses. Et enfin, j'espère que j'oublie personne. C'est ce qui fait donc quand même une partie de la beauté de ce métier, oui, malgré tout. Et en tout cas, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre aux questions des plus beaux métiers du monde et de relativiser un peu tout ça aussi, ce qui peut être bien également. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Evrard et Fabre.